Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Ici Farander pour vous parler de la BD et je vais aborder le sujet d'une manière différente que mes autres vidéos un peu dans le même style. Là où habituellement je retrace l'histoire de la chose du début à la fin, ou quand c'est une définition, je prends les éléments de la définition. Là on est quand même sur un support qui est quand même assez ancien. Et j'ai décidé en fait de vous raconter ce qu'est la BD parce que j'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé des sites où il n'y avait pas grand chose à dire, des sites où il y avait beaucoup trop de choses à dire, ou des trucs beaucoup trop pointus, et le but c'est de présenter des choses plutôt facilement, hein, pas que ce soit hyper dur à comprendre. Et du coup, j'ai cherché jusqu'à tomber sur les fiches pédagogiques de sûrement l'Académie de Nice, hein, c'était AC Nice, donc je pense Académie de Nice, du coup qui explique tout simplement comment faire une BD soi-même. Voilà. Si j'y pense, je mettrai peut-être le lien en description pour ceux qui aimeraient vraiment créer leur propre BD, mais globalement, ce dont je me suis inspiré, et la plupart des choses que je vais raconter, hein, 98% de ma vidéo, sont des éléments qui sont dans ce fichier PDF que j'ai trouvé. Voilà, donc c'est un peu différent d'habitude, mais ça permet quand même de savoir ce qu'est une BD à travers la création d'une BD en elle-même. Bref. Alors pour commencer, la bande dessinée, voilà, que l'on appelle BD, est un art séquentiel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une histoire qui se raconte à travers une succession de petits dessins, de grands dessins, ça dépend aussi de la structure des vignettes et tout ça, et de dialogues ou monologues que l'on retrouve à travers les cases, communément appelées vignettes. Il existe également des BD muettes, donc des BD où on ne parle jamais. Alors je ne sais pas si j'ai des exemples en tête. J'ai déjà lu un comics, une petite histoire de comics muet, où il se racontait rien du tout, enfin pas qu'il se racontait rien, mais les personnages ne parlaient pas. Si, exemple, chez les Looney Tunes, par exemple, avec Bip et Coyote, ce sont deux personnages qui ne parlent pas, et dont on comprend le plan de Coyote et comment il se rate, sans forcément avoir de bulles avec des dialogues ou des monologues. Voilà. Et du coup, alors ça je l'ai trouvé dans l'histoire de la BD, alors qui est très long, et en vrai pas tout n'est pas hyper intéressant à dire, donc j'ai juste pris le plus intéressant. C'est que techniquement, si on voulait voir d'où vient la BD, on en trouve les prémices jusqu'à la préhistoire, avec les dessins sur la pierre qui racontent des petites histoires pour ceux qui le faisaient. Et c'est vrai que si on avance petit à petit jusqu'à aujourd'hui, on retrouve des prémices de ce à quoi ressemble la BD, notamment par exemple chez les Égyptiens, on peut retrouver des petits dessins avec des petites sections de cases et tout ça. Donc techniquement la BD est un art assez ancien. Mais la BD telle qu'on la connaît aujourd'hui provient de Rodolphe Töpffer, ou Töpffer, le O avec un tréma comme ça. Je sais que dans les pays nordiques c'est la lettre E. Enfin, ça représente en son la lettre E. Par contre, en Suisse, je sais pas si du coup ça se prononce Töpffer ou Töpfer. Donc, bref, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, qui est suisse. Et en 1827, il sortira Amour de Monsieur Vieux-Bois, voilà, qui est la toute première BD. Puisque grâce à cette œuvre-là, il sera considéré comme l'auteur de la première BD et le premier théoricien de ces nouvel art. Donc à partir de maintenant, on va se concentrer sur la création d'une BD. Donc une BD, d'abord, on commence avec une planche. Donc la planche, c'est le nom donné au support du créateur, entre guillemets sur le brouillon, enfin sur la première étape. Bien sûr, tu ne dessines pas directement sur du papier,
qui est fait pour, qui coûte hyper cher et tout ça. Comme par exemple, quand tu écris un roman, tu n'écris pas directement le roman, tu as des étapes avant, enfin, il y en a qui pourraient écrire un roman directement, mais tu as quand même plein d'étapes à faire avant et après l'écriture. Voilà, donc là tu as la planche qui est le support donné au créateur, qui correspond à une page dans l'œuvre finale. Donc quand toi tu lis une BD, bah du coup chaque page, chaque recto et du coup correspond à une planche. Voilà. Du coup chaque planche se constitue d'une à plusieurs lignes d'images que l'on appelle des bandes. Ces mêmes bandes sont composées d'une à plusieurs images qu'on appelle les vignettes. Et au sein de ces vignettes, on y retrouve du coup le dessin et les bulles de dialogue, même s'il y a une petite nuance, on va le voir juste après. Effectivement, dans cette petite case, on retrouve les dialogues qui, de manière technique, sont appelés les phylactères. Le mot bulle est quand même plus simple à retenir. Du coup, à travers les bulles, ou même en dehors des bulles, on peut également utiliser des onomatopées pour des expressions que pourra avoir le personnage. Et un autre élément que l'on retrouve dans une BD, c'est le récitatif ou la cartouche, voilà, en termes de choses que l'on raconte, qui se retrouve également au sein d'une vignette, soit en haut, soit en bas. Je crois que dans l'image que j'ai mis, elle est en haut. Et globalement, c'est ce que raconte soit une voix off, bah, de toute façon, le narrateur, j'allais dire soit le narrateur, mais en général, le narrateur est une voix off dans la plupart des histoires. Et du coup, voilà, les récitatifs servent à ça, à ces petits détails donnés par un narrateur. Ensuite, il y a un élément très important à retenir au sein de la BD, c'est celui de l'ellipse. Alors l'ellipse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bond dans le temps, qui peut être soit très très court, notamment dans le cas d'une BD, ça peut être très court, d'une case à l'autre, enfin d'une vignette à l'autre, pour utiliser le bon terme, alors que par exemple dans la littérature, on peut avoir des ellipses de très longues années. Par exemple, dans Harry Potter, à chaque fois entre le premier et le deuxième tome, on a au moins une ellipse de l'été, ou d'une partie de l'été. Si on prend One Piece, par exemple, on a une ellipse de 2 ans. Donc c'est des périodes que nous on ne voit pas, où il se passe quand même des choses, qui peuvent ensuite raconter à travers des flashbacks, ou à travers des dialogues et tout ça. Et ici, on va prendre la citation de Scott McCloud, qui provient de L'Art Invisible, qui va dire des choses très intéressantes sur l'ellipse. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Alors, il nous dit ceci, ouvrez les guillemets, les cases d'une bande dessinée fragmentent à la fois l'espace et le temps, proposant sur un rythme haché des instants qui ne sont pas enchaînés. Mais notre sens de l'ellipse nous permet de relier ces instants et de construire mentalement une réalité globale et continue. L'ellipse volontaire que pratique le lecteur est le moyen fondamental par lequel la bande dessinée peut restituer le temps et le mouvement. Et en gros, en fait, c'est ce qu'il explique, c'est que par moment, sur une bande, du coup, il va y avoir des petites ellipses entre chacune des vignettes, et en fait, notre cerveau en fait va connecter, va lire les ellipses indirectement par exemple, je sais pas, si dans une vignette un personnage qui est assis et que dans celle d'après il est debout et que celle d'encore d'après il ramasse, je sais pas, une tasse sur une table et que sur celle d'après il est en train de boire la tasse, en fait notre cerveau va reconstituer à travers les ellipses tous les mouvements qui ont mené le personnage à se lever pour boire la tasse, par exemple, voilà, sans forcément que le cerveau se dise juste, bon bah là il est assis, là il est debout, là il prend la tasse, là il boit la tasse. Le cerveau reconstitue comme s'il y avait réellement une action à travers le dessin. Ensuite, forcément, pour écrire une bande dessinée, il faut également un scénario. D'ailleurs, je vous renvoie sur ma vidéo sur la chaîne Movies and Series, il y a peut-être une semaine, enfin il y a très peu de temps, une vidéo pour expliquer ce qu'est un scénario est sortie. Alors bien sûr, c'est un scénario au sens cinéma, série télé qui peut servir. Là pour la BD, on va voir là sur les 2-3 points suivants que c'est un petit peu différent. Puisqu'avant d'écrire le scénario, il faut d'abord écrire un
synopsis. Donc le synopsis, c'est plus ou moins un résumé. Par exemple, le synopsis d'un film, c'est le résumé du film. Synopsis d'un roman, bon, on dit jamais trop synopsis d'un roman, mais on dit plus la 4e de couverture, et puis là, tu as le résumé. Mais voilà, globalement, c'est un résumé de l'histoire. Dans le cas de la BD, ça résume également l'ambiance de l'histoire. Et du coup, le principe du synopsis, c'est également de donner le ton et les intentions de l'auteur au sein de son œuvre. Voilà, tandis que le scénario, lui, va détailler beaucoup plus l'histoire de la BD, quoi. Le scénario, lui, intervenant dans quasiment chacune des cases. Une fois, du coup, le synopsis fait, on ne passe pas directement à la rédaction du scénario. Il y a une étape très importante, étape que je n'ai pas mis dans la vidéo du scénario pour le cinéma, mais qui compte quand même. Ça peut paraître évident pour certains, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. C'est que il y a la recherche documentaire et graphique qui est important en fonction de l'univers dans lequel tu te bases. Voilà, par exemple, si tu bases ton univers dans un cadre historique, bah forcément, il faut que tu fasses des recherches sur cette époque-là pour mieux écrire ton histoire, pour mieux dessiner ton histoire, le travail des couleurs, par exemple, et tout ça. Donc pour ça, il faut faire des recherches pour rendre son œuvre la plus riche possible et la plus crédible possible si tu veux t'approcher d'une œuvre réaliste. Donc ça, la recherche est très importante. Ça se fait également dans le cadre du cinéma, des séries télé, lorsque l'on prend des faits réels, par exemple, comme sujet de son œuvre. Et du coup, une fois tout ça fait, on peut enfin passer au scénario. Alors la rédaction du scénario, comme je l'ai dit, est assez différente de celle d'un scénario pour le cinéma, et on va le voir maintenant. D'abord, il faut définir le nombre total de planches pour l'histoire, donc globalement le nombre de pages sur le produit fini. On doit également déterminer le déroulement du récit, donc est-ce qu'il va être linéaire, est-ce qu'on part d'un point A à un point B, est-ce qu'il y a des flashbacks, est-ce que l'histoire va être déstructurée, par exemple il y a des histoires où on peut intervenir sur différentes époques ou des trucs comme ça, enfin ça dépend, l'histoire que tu as envie de raconter, bref, tout ça doit être expliqué pour le bon déroulement du récit. Ensuite, il faut définir et équilibrer le nombre de vignettes par planche, qui se situe dans le général entre 6 et 12 vignettes. Après, chacun fait comme il veut, plus ou moins, en fonction de ce qu'il veut raconter, mais là c'est un peu la moyenne de ce qui peut se faire. Ensuite, il faut décrire le contenu de chaque vignette avec les indications trouvées dans la documentation notamment, et le contenu général de la vignette, donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans, hein, le décor, les personnages, qu'est-ce qu'ils font, tout ça, et le cadrage. Et oui, alors ça c'est très bizarre de parler de cadrage pour une BD, mais en même temps c'est qu'on l'utilise aussi pour la photo, qui est quelque chose de statique. Et effectivement, on doit parler du cadrage. Donc, est-ce que c'est un gros plan? Est-ce que c'est un plan large? Est-ce que c'est un plan américain? Enfin bref, si vous connaissez ces termes-là pour le monde du cinéma, bah, voilà, ça fonctionne aussi pour d'autres styles d'art visuel. Puis, on termine en rédigeant les dialogues au sein des bulles ou les récitatifs, donc les parties du narrateur, s'il y en a dans les vignettes. Voilà. À partir de là, on laisse de côté la partie écriture et on en arrive du coup à la partie dessin. Et du coup, avec cette première partie dessin, on a ce qu'on appelle le rough, je sais pas trop comment on prononce ce mot anglais, donc R-O-U-G-H, et il s'agit globalement d'un brouillon de la totalité de l'histoire. Donc en gros, on fait un brouillon que en dessin de l'histoire, et c'est à ce moment-là qu'on détermine une fois pour toutes certains éléments, tels que le cadrage, où est-ce qu'on place les bulles, est-ce que les bulles sont trop grandes ou pas, enfin bref, parce qu'il ne faut pas non plus que les bulles empiètrent trop sur le dessin. Donc là, toutes ces choses-là sont réfléchies définitivement à partir de cette étape. Et lors de cette étape, un scénariste peut travailler en collaboration avec un dessinateur afin de mieux
mieux travailler la BD, plutôt qu'il y en ait un qui dit bon bah moi je fais mon truc de mon côté, moi je fais le truc de l'autre côté, et après on met en commun pour voir si ça fonctionne ou pas. Au moins quand les deux travaillent en collaboration directement sur cette étape, bah, c'est beaucoup plus simple pour anticiper la suite du travail, et que la suite du travail soit pas trop laborieuse non plus. Ensuite, à nouveau, on ne passe pas directement au dessin final, il faut d'abord s'entraîner à dessiner les personnages les plus récurrents, et notamment tous ces personnages, on va apprendre à les dessiner dans différentes positions, en fonction de ce qu'on veut raconter, et également avec différentes attitudes, donc je sais pas, en étant énervé, en étant triste, en étant en colère, et tout ça. Comme ça on prend l'habitude de les dessiner, et ensuite bah, ça devient un automatisme, hein, quand tu fais par exemple des longues histoires comme pour Astérix, Lucky Luke, Tintin et tout, bah, au bout d'un moment, tu as un automatisme, tu connais bien ton personnage et tu prends l'habitude de le dessiner. Et à nouveau, la documentation va intervenir en fonction de l'histoire pour faire son choix des couleurs. Alors, les couleurs ne sont pas posées à ce moment-là, mais on commence à faire son choix des couleurs sur le brouillon, et pour ça la documentation est importante. À nouveau, si tu veux faire un truc historique, voilà, tu veux faire un truc sur la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est important par exemple de faire un retour dans la documentation pour voir bah, que tel véhicule, de quelle couleur il était chez les Allemands, de quelle couleur il était chez les Anglais, quelle couleur il était chez les Français, pareil pour les uniformes, comment c'était chez les Américains, chez les Français, chez les Canadiens, enfin bref, tout le monde a des spécificités différentes en fonction du pays. Donc voilà, tout ça est important. J'ai pris l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut être absolument sur n'importe quel sujet qui ait existé dans l'histoire. Après ça, on entre enfin dans le vif du sujet, donc on prépare une feuille de dessin. Sur cette feuille, on a quand même un grammage assez épais, un peu comme quand on fait du dessin au lycée. Bon, c'est quand même du papier beaucoup plus qualitatif pour les pros, hein, mais dans le sens où, voilà, c'est pas la feuille de papier A4 de l'imprimante, quoi. C'est vraiment un papier un peu plus qualitatif, parce que notamment, faut pas que le papier s'abîme pendant le dessin. Et à partir de là, on met en place le gaufrier. Ce qui en soi est assez marrant quand on y pense, mais qui en fait n'est pas con, parce qu'en fait effectivement si tu prends une gaufre, il y a plein de petites cases, hein, si on peut dire ça comme ça, à l'intérieur d'une gaufre, en plus très bien définies, tac, c'est carré, et du coup bah, c'est sur une planche de dessin c'est pareil, bon bah du coup c'est pas carré, mais vous comprenez la métaphore entre une gaufre et la planche, puisque le gaufrier sert à faire la mise en page de la planche. Pour cela, il faut donc une marge d'1 centimètre autour de la planche, et notamment il faut un espace de 3 à 5 cm entre les vignettes. Encore une fois, c'est des codes, hein, on le sait tous, avec l'art, les codes ne sont pas toujours respectés tout le temps. Le ROF, à nouveau, aidera notamment pour le placement des vignettes dans l'espace de la planche, et une fois que cela est fait, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante est tout simplement le crayonné. Donc pour ça il faut faire très attention notamment aux bulles, notamment sur leur taille à nouveau, et que le texte rentre bien tout le temps. Donc c'est quand même mieux de l'avoir fait pendant le brouillon, mais là, comme c'est la partie définitive, il faut vraiment faire très très attention de laisser de la place aux bulles, au dessin et tout ça. Il faut aussi mettre dans l'ordre les bulles dans l'ordre de lecture, puisque sur une BD on lit de gauche à droite, et du coup il faut que les bulles aient du sens dans la lecture, vu que le lecteur va lire de gauche à droite, donc il faut faire très attention au sens de lecture. Pareil pour le mouvement, quand on veut donner du mouvement, il faut également que le mouvement aille de gauche à droite pour que le lecteur plutôt ne soit pas perturbé par les mouvements qu'il puisse y avoir entre les vignettes. Et si l'envie en prend au dessinateur, il peut également y ajouter de la profondeur. Ensuite on passe aux deux dernières étapes, donc l'ancrage. Donc l'ancrage c'est tout simplement le fait de refaire plus ou moins les lignes du crayonné, tout simplement avec un feutre noir ou une plume, hein, mais je préfère parler avec le feutre noir, c'est plus simple d'imager, afin de redessiner les contours des personnages, des objets qui sont dans la vignette, enfin bref, du décor. Et pour un effet de profondeur, en gros, on va
faire des traits beaucoup plus épais sur ce qu'il y a au premier plan et ce qu'il y a en arrière-plan, voire de plus en plus loin. On va faire des traits de plus en plus fins pour montrer un peu voilà, que des choses sont plus proches et d'autres plus éloignées. Et à partir de là, on passe enfin à la dernière étape, donc la mise en couleur. Voilà, donc s'il y a besoin, parce qu'il peut y avoir des œuvres en noir et blanc, et s'il y a des œuvres en couleur, du coup on rajoute les couleurs, puis on rajoute les ombrages lorsqu'une source lumineuse est présente, que le soleil, une lumière comme une lampe, un lampadaire si c'est en extérieur, tout ça. Et c'est marrant, ça fait très penser à la peinture de figurines, parce que je fais un peu de peinture de figurines avec un ami, et du coup il y a plusieurs étapes, notamment de la peinture en figurine, hein. Tu passes pas directement à la peinture, il y a plein de petites étapes pour préparer la figurine. Ensuite tu commences à mettre des couches, enfin des sous-couches, des couches, et ensuite pareil tu fais les ombrages en tout dernier et tout. C'est assez marrant. Moi je suis pas encore arrivé à l'étape de l'ombrage, je suis encore sur mes couches. Mais je trouve ça assez marrant sur la partie couleur et tout, ça s'approche à d'autres techniques, enfin du dessin sur d'autres supports également, bref. Il est bon de rajouter que du coup, la BD étant un support très très ancien, du coup possède des dérivés plus ou moins en fonction du lieu où on se place. Par exemple, du côté de l'Amérique, on va surtout parler de graphic novel ou de comics. Voilà, qui sont plus ou moins des dérivés avec leur propre code à eux en fonction de la culture américaine, mais qui sont quand même des dérivés de la bande dessinée. Côté Japon, on va parler de manga, pareil, avec ses propres dérivés par rapport à la culture. Déjà, par exemple, en termes de lecture, une BD, tu vas la lire de gauche à droite, que ce soit dans la façon de prendre la BD, de lire les cases et tout, là où avec un manga, déjà tu commences le manga entre guillemets par la fin, parce que c'est ce qu'on disait tout le temps quand on était ado, enfin quand j'ai commencé à découvrir les mangas en mode tiens ok, on commence par lire par la fin, parce que c'est un peu moins, pour un occidental, c'est moins fréquent de lire des œuvres de la droite vers la gauche. Donc forcément il y a des codes comme ça qui apparaissent. Puis par exemple en Corée du Sud, nous parlons de webtoon. Voilà, ou de manhwa, je sais pas comment on prononce le mot, du coup qui pareil, eux aussi ont leur propre code également, voilà, et tout ça reprenant tous des codes visuels avec des vignettes et tout ça. Alors forcément des fois ça peut changer, mais toutes ces œuvres là en soi sont des dérivés de la bande dessinée. Voilà, et aborde aussi des styles et des histoires différentes aussi de la bande dessinée. Bref. Pour conclure, du coup, je vais vous donner certaines de mes œuvres préférées, ou que je pourrais vous conseiller de lire, parmi mes BD et dérivés préférés. Alors, parmi les dérivés préférés côté comics, ce que j'aime le plus, ce sont les comics autour de la X-Force, autour des Avengers, autour des Gardiens de la Galaxie, il y a des très bonnes choses, et surtout autour des X-Men. Pour moi, les X-Men, c'est la vie. Voilà, donc côté dérivé. Côté dérivé manga, je pourrais vous conseiller Aishil 21, qui pour moi est le seul manga sportif que j'ai lu, mais il est incroyable. Il y a One Piece, forcément, mais bon, tout le monde connaît. Demon Slayer, pareil, tout le monde connaît. Et deux petits mangas qui sont beaucoup moins connus, que j'aime beaucoup. C'est la saga Akame ga Kill, que je trouve très bonne. Bon, c'est vrai que Blue Eye Sword est un peu parti en couille avec un peu de nu, un peu plus de nu et de sexe que dans Akame ga Kill, qui était beaucoup plus sobre. Mais bon, c'est comme ça, hein, l'auteur a évolué à sa manière. Et notamment Défense des Vile, qui est incroyable et dont on parlera très bientôt sur cette chaîne. Pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne manga. Et d'ailleurs, j'ai déjà présenté le manga Défense des Vile sur ma chaîne manga. Vous pouvez déjà aller voir ce que ça raconte et tout ça. Et ensuite, courant 2024, on commencera la lecture de Défense des Vile. Et en termes de BD pure, mes favoris, donc on a Game Over, que j'aime bien, qui d'ailleurs est un comics muet, de mémoire il n'y a pas de parole, mais je trouve ça marrant, c'est plutôt sympa. Il y a Torgal, pareil, dont on va parler cette année. J'ai une BD, enfin c'est très particulier, c'est plus mythologique et tout, c'est vraiment sympa, mais c'est un peu plus lourd à lire quand même.
Bully Bill, je trouvais ça sympa quand j'étais ado. Le Marsupilami aussi, je trouvais ça sympa quand j'étais ado. Les Looney Tunes, qui sont vraiment très cool. Il y en a un que j'aime bien relire de temps en temps. Astérix Obélix, pareil, c'est la vie, hein, c'est incroyable. Et pareil, tout ce qui touche à Picsou, Donald. Bon, j'ai beaucoup moins Mickey, mais les histoires de Donald, pareil, je kiffe lire les histoires de Donald, c'est trop bien. Donc voilà un petit peu mes BD et leurs dérivés favoris entre guillemets. Parce que si je prends en comics manga, je pourrais rentrer plus dans les détails ou donner plus d'œuvres. Que c'est vrai que les BD c'est quand même un univers que j'ai beaucoup moins lu, où je me suis beaucoup moins intéressé, mais où il y a quand même des très bonnes choses. Je conclurai du coup en espérant que vous avez aimé cette vidéo, que vous aurez mieux compris ce qu'est une BD, même si du coup j'ai abordé le sujet de manière différente, en expliquant plus comment on l'a fait que ce que c'est réellement, avec des éléments historiques, des dessinateurs, des scénaristes importants et tout, mais je trouvais que c'était plutôt sympa aussi de changer l'angle de vue, la façon de faire. Je sais pas si ça plaira ou pas, mais ça me paraissait intéressant de tenter des nouvelles choses. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.